Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, opération de l'armée nigériane. Des centaines d'otages retenus captifs par Boko Haram, notamment dans la forêt de Zambiza. Un des repères historiques du groupe islamiste ont été libérés ce dimanche. À Madagascar, les professionnels du tourisme tirent la sonnette d'alarme. L'Office national a annoncé une baisse de fréquentation de 60 à 70% dans toutes les régions. L'absence des vols de la compagnie aérienne nationale rend la tâche encore plus difficile pour les tour opérateurs. En République démocratique du Congo, le gouvernement ambitionne de résoudre de façon progressive et durable le problème de mobilité urbaine. Nous verrons comment fonctionne la refonte du système des transports dans le pays. Mais avant de développer ces titres, le verdict est tombé en Côte d'Ivoire. Le tribunal militaire a délibéré ce mardi 4 août dans le procès des officiers de l'armée soupçonnés de violation lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le tribunal militaire d'Abidjan a condamné le commandant Jean-Noël Abbaye, coupable des faits de désertion, à 5 ans de prison, et le commandant Anselme Seka Yapo à 20 ans de prison pour homicide involontaire, coup et blessures. Les 6 autres ont été déclarés non coupables des faits de violation de consignes et ont été relaxés par le tribunal. Ils ont à présent 5 jours pour pourvoir en cassation. Et l'ONG Human Rights Watch pointe du doigt la Cour pénale internationale. L'enquête de la CPI, qui s'est concentrée uniquement sur les crimes commis par les partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, n'a pas été partielle selon l'organisation non gouvernementale. Le camp du président Alassane Ouattara n'a pas été inquiété quant aux violences ayant eu lieu durant la crise post-électorale ivoirienne de décembre 2010 à avril 2011, ce que regrette l'association. Offensive contre la secte de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. L'armée nigériane a affirmé avoir libéré 178 otages et capturé un commandant des ex-Boko Haram ce dimanche. Le point tout de suite avec Alioune Guindo, commentaire Grazela Tchakonte. C'est dans la journée du dimanche 2 août que l'armée nigériane a mené une offensive aux alentours d'Olari, localité située à 70 km au sud de Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria. Les militaires nigérians annoncent avoir libéré 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes tenus en otage par le groupe islamiste Boko Haram. Cette libération de 178 otages, y compris des enfants, est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est un bon résultat pour le moment, mais il va falloir rester prudent en sachant que ce groupe terroriste qui est Boko Haram a également des stratégies qui évoluent en fonction de la riposte qu'il trouve en face. Donc il va falloir être très prudent, renforcer les mesures de sécurité, également renforcer les moyens en termes de renseignement, puisque la lutte contre le terrorisme ne se gagnera qu'avec des renseignements, des services de renseignement efficaces. Donc c'est une urgence de lutter contre ce phénomène qui est Boko Haram. Le succès d'une telle opération s'ajoute aux libérations d'otages de Dikwa et de Kondouga, toujours dans le nord-est du Nigeria. 89 otages de Boko Haram avaient également été sauvés. Face à la vague de violence qui frappe cette région du Nigeria depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, de telles opérations semblent démontrer que la lutte contre les islamistes est bel et bien l'une des priorités du gouvernement. Il y a une nouvelle volonté politique de lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Donc, suite à l'élection de Muhammadu Buhari, un certain nombre de mesures avaient été prises récemment également, notamment le changement complet et total du commandement militaire au niveau de l'état-major de l'armée. Donc, cela montre bien que la lutte contre Boko Haram a pris une nouvelle direction de la part du Nigeria et des pays voisins également. Donc, on peut noter aussi la visite du président Buhari qu'il a effectuée récemment auprès de ses voisins, notamment le Cameroun. La vague de violence perpétrée par Boko Haram depuis maintenant plus de 2 mois s'est étendue au Tchad et au Cameroun, qui subissent ces dernières semaines des attentats suicides inédits. De même, un commandant du groupe islamiste aurait été capturé lors de ce raid, selon un communiqué du porte-parole de l'armée nigériane.
Dans l'actualité également, sachez qu'en Ouganda, le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 29 ans, a récemment annoncé qu'il serait candidat à sa propre succession en 2016. C'est sous la bannière de son parti, le Mouvement de résistance nationale, NRM, dont il sollicite une nouvelle fois la présidence, qu'il briguera la magistrature suprême. Crise du tourisme à Madagascar. Les visiteurs désertent la grande île depuis la crise politique de 2008. En 2014, quelques 220 000 touristes avaient visité le pays, loin des 400 000 voyageurs enregistrés en 2009. Les professionnels tentent de riposter. Emmanuel Milimono nous explique comment. Madagascar, la grande île, veut relancer son tourisme en panne depuis 2009. Plusieurs facteurs sont à la base de cette crise, notamment le coup d'État de 2009 et l'intérêt de plus en plus grandissant suscité par les îles voisines telles que l'île Maurice et les Seychelles. Pour la relance du secteur, le pays tente de promouvoir ses plages préservées ainsi que ses forêts de lémuriens dans l'espoir d'attirer plus de visiteurs. En 2008, le tourisme était très prospère à Madagascar. Mais depuis les problèmes politiques de 2009, les touristes se font rares. En 2008, par exemple, Madagascar a enregistré environ 400 000 touristes avant de chuter en 2013 à 200 000 visiteurs. En mettant en valeur ses forêts tropicales denses, sa faune et sa flore unique, Madagascar compte attirer 1 million de touristes d'ici à 2020. Parmi les facteurs bloquants, l'insécurité, la mauvaise qualité des infrastructures de transport et le coût élevé des billets d'avion. Nous devons juste faire le choix de libéraliser le transport aérien. Libéralisation qui, pour certaines compagnies, implique le transport domestique. Le gouvernement a tenu des discussions avec Kenya Airways et Air France en vue d'introduire de nouvelles voies internationales qui ouvriraient les marchés en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. L'industrie minière malgache est frappée par la chute des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Le nouveau gouvernement a fait de la relance du tourisme une priorité. Les écosystèmes uniques du pays parviennent encore à attirer des visiteurs qui considèrent que cette diversité naturelle riche présente des opportunités de croissance. En tant que géographe, je m'intéresse au développement durable, au tourisme durable et à Madagascar qui est un endroit très agréable. L'un des points sur lesquels nous concentrons nos efforts, ce sont les possibilités qu'offre le tourisme durable. La grève d'1 mois du personnel d'Air Madagascar a paralysé le secteur. Mais selon des analystes, la volonté de l'île de tout mettre en œuvre pour attirer les touristes qui affluent vers les Seychelles et l'île Maurice nourrit l'optimisme. Justice en Libye. Les avocats de Baghdadi Mahmoudi, l'ancien Premier ministre libyen, sous Moammar Kadhafi, dénoncent un procès hors norme. Condamné à mort mardi 28 juillet par un tribunal de Tripoli, les avocats ont l'intention de poursuivre des responsables libyens et tunisiens. Elle juge en effet son extradition de Tunis vers Tripoli illégale. L'ancien ministre, qui avait été détenu en Tunisie après la révolution, avait été extradé en Libye en 2012. La défense appelle la communauté internationale à le rejuger devant une juridiction qui garantira les conditions d'un procès équitable. Elle a 60 jours pour aller en appel contre cette décision. La question de la saturation des transports en commun en débat en République démocratique du Congo. Les bus s'avèrent insuffisants par rapport au poids démographique de Kinshasa, la capitale, qui compte environ 10 millions d'habitants. La société de transport urbain tente d'assainir le secteur, mais les défis sont de taille. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, fait face aux difficultés de transport. Transco, la société publique de transport urbain, ne répond qu'aux besoins d'une infime partie de la population, soit 120 000 personnes par jour. Les transports en commun dans la ville de Kinshasa, c'est un réel casse-tête. On se déplace difficilement, bien qu'il y ait une petite amélioration. On se déplace parfois par des motos. L'essentiel est d'arriver à la destination. Moto, taxi, taxibus et bus, plusieurs moyens assurent le transport de la population dans la ville. Mais la plupart de ces moyens de locomotion ne répondent pas aux normes de confort souhaitées. Les besoins en transport dans la ville de Kinshasa s'évaluent autour de 2 millions de personnes à déplacer tous les jours. Et de par le monde entier, seul le transport urbain ne peut pas transporter les masses. Le transport urbain est toujours complété par le train,
les tramways, qui est les moyens appropriés du transport de masse. Bien évidemment, nous pouvons dire que le transport urbain doit être quand même aussi complété. Voilà pourquoi le gouvernement a prévu de ramener notre parc à au moins 1500 bus. Pour atténuer les difficultés de transport dans la ville, en 2013, le gouvernement a créé la société de transport urbain Transco et accordé des crédits à des particuliers afin qu'ils achètent des véhicules de transport. Mais malgré ces mesures, les 500 bus de Transco et les 120 minibus des particuliers ne répondent toujours pas aux besoins de la population quinoise qui est en constante croissance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.